Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash avec 4 beaux invités, vous allez voir. Laurent Arthur Duplessis, que vous connaissez déjà, François Bert, Yves Christen et Romain-Jules Guérin, dont c'est la 2e participation. Et 3 sujets, oula, alors là. Macron imbattable sur 2022. C'est vraiment une question qu'on peut se poser. Les derniers sondages sont assez éloquents sur ce point. Et puis évidemment, on ne peut pas ne pas évoquer Zemmour et les courbes qui sont en train de se croiser. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est France-Algérie. La situation, les rapports diplomatiques, ce qu'a dit Emmanuel Macron est assez fort et a provoqué l'ire du gouvernement algérien. Et comme c'est tendu, on va en parler. Et le troisième sujet, c'est sans doute l'émergence d'une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et puis les affiliés aux États-Unis et la Chine. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que finalement l'Europe et la France doivent s'en mêler ? C'est le troisième sujet et on se retrouve dans quelques secondes pour entamer le premier. À tout de suite. Alors que nous sommes à moins de 200 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Il y a eu plusieurs sondages qui montrent qu'Emmanuel Macron est maintenant très en avance, avec entre 25 et 28% des intentions de vote, avec un taux d'approbation ou de confiance des Français qui est au-delà de 40%, ce qui n'est jamais vu depuis très très longtemps pour un président de la République en exercice ou dans sa dernière année d'exercice. Et puis on voit également un autre phénomène, c'est qu'on voit les courbes se croiser entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et donc en fait, l'affiche que tout le monde attendait et que certains craignaient, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, peut-être changer. Et c'est là-dessus que je voudrais vous entendre. Et je sais qu'Yves Christen a des choses à nous dire à ce sujet. Yves. La question que vous aviez posée, c'était est-ce que Macron est imbattable en 2022 ? Alors, je crois que personne n'est imbattable. Il y a une part d'inconnu. Il est clair que Macron est, bien avant les sondages, très nettement favori. Mais c'est peut-être pas joué dans la mesure où il n'y a pas seulement la montée de Zemmour, qui est spectaculaire, il y a aussi le fait que on ne sait pas ce qui va devenir du candidat dit de la droite et du centre, qui pour l'instant est assez bas, mais ils n'ont pas encore nommé véritablement un candidat. Vous parlez du congrès oui, LR voilà. en décembre. Et d'après les sondages, ce serait quand même le meilleur candidat de deuxième tour. Il n'est pas non plus sûr de savoir si entre Zemmour et Le Pen, qui à ce jour a le plus de chances, même si ça apparaît être Zemmour. Et enfin, je dirais que le cas de la gauche n'est pas complètement plié, dans la mesure où aujourd'hui, la gauche est extrêmement divisée, mais si d'aventure elle était unie, elle arriverait en tête au premier tour. Ah ben je vous aime beaucoup, Yves, mais alors, la gauche unie, j'ai le sentiment que la définition même de la gauche depuis François Mitterrand, ou après François Mitterrand, c'est la désunion, non, vous ne croyez pas ? Oui, d'accord, simplement. Vous savez, tous ces gens-là, ils sont ce qu'ils sont, mais aucun d'entre eux n'est absurde. À commencer par Mélenchon, qui est un peu le leader, mais qui est parti pour faire un score moins important que la fois dernière, et qui arrive quand même en bout de sa carrière. Finalement, il pourrait penser que ce serait mieux pour lui d'être ministre de l'Intérieur, ou Dieu sait quoi, d'un gouvernement socialiste, quitte à dire le quitter 2 ans après, bien entendu. Les écologistes, ils sont extrêmement bizarres, mais ils ne sont pas non plus totalement idiots. Ils pourraient très bien penser qu'après tout, ça donnerait des postes de ministres, des voitures de fonction, des secrétaires, que sais-je. Bon, le Parti socialiste, il est quand même extrêmement bas aujourd'hui. Madame la maire de Paris n'est pas dans une bonne position, mais finalement, je crois qu'il y a toujours une part d'inconnu. Ceci étant, il est absolument clair que si vous demandez un pronostic, je voudrais que Macron sera élu. D'accord. Ok. Je ne vous l'avais pas demandé, mais je vous remercie d'aller sur ce terrain-là. François Bert. Pour moi, bien sûr qu'il n'est pas imbattable. Ce qui est certain, c'est qu'il y a 2 incertitudes. Il y a Macron lui-même. Je rappelle quand même qu'il y a 10 ans, on avait un Sarko qui était en quasi-triomphe parce que DSK venait de s'écrouler suite à un petit épisode dans un hôtel, et que c'est cette assurance-là qui a fait que
On a vu, pareil, avec Fillon, une assurance forte que des affaires, mais voilà, donc beaucoup de choses peuvent se passer, même pour Macron, et il a beau être dans une phase de toilettage intensif de son bilan, il n'empêche qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont lancinants, qui sont d'autant plus lancinants que la politique est réservée pour moi à une élite, et plus le temps passe, plus le fait majeur, c'est le taux d'abstention, et donc il y a des gens qui s'occupent sur la politique, mais il y a une masse là, mobilisable et dormante, et qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Voilà. Et la deuxième incertitude, c'est le reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, et c'est intéressant d'en parler aujourd'hui, parce qu'il y a 5 ans, jour pour jour, je finissais mon premier essai, Le temps des chefs est venu. Et donc, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une logique générale de choix par défaut. C'est-à-dire la politique est devenue de l'écumologie. C'est-à-dire qu'on est en train de regarder l'écume des tendances de pensée sur des gens qui sont des représentants de commerce ou des analystes. Ouais. Et donc, en fait, on a le choix entre Séraphin Lampion et Tournesol. Et donc, on se dit, on hésite. Soit avec Tournesol, on aura du contenu, ça va être dense. Soit avec Séraphin Lampion, on va boire des coups, ça va être sympa. Mais on fait des choix par défaut. Et donc, moi, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grande incertitude générale, avec rien de probant, avec des gens qui peuvent être aussi des précurseurs sans forcément être ceux qui pourront exercer. C'est la grosse difficulté, c'est qu'on a des gens faits pour la conquête du pouvoir, que ce soit en vente ou comme posture doctrinale, mais on n'a personne pour l'exercice du pouvoir. Et moi, en tout cas, si j'avais une préconisation, c'est le fait, exactement comme à la guerre de Vendée, d'aller lever les chefs dormants ou cachés, parce que c'est d'eux dont on a besoin pour pouvoir exercer le pouvoir ensuite. Et François, si je vais peut-être poser la question à Laurent. On voit que à la dernière élection, Macron a été élu en partie parce que ça n'était pas un chef de parti. Le parti a été créé de manière un petit peu opportuniste, histoire d'avoir des candidats pour les législatives, ce qui a très bien marché. Mais Et je l'avais prédit. Pardon ? Et je l'avais prédit dans mon livre. Prédit. Ah bah écoutez, ok, il va falloir qu'on aille. J'avais prédit la mort des partis dans mon livre. D'accord, très bien. Effectivement. Mais justement, si la mort des partis est de plus en plus actée, est-ce que c'est pas ça un signal indicateur que Zemmour a la voie qui est en train de s'ouvrir devant lui? Moi, je crois que oui, et je pense que nous avons changé d'époque. Et c'est vrai que Macron a inauguré ce changement d'époque en sortant de la boîte comme un diablotin et en dehors des partis, mais il a donné le signal d'une série. Et Zemmour est le successeur de Macron de ce point de vue-là. Et on voit d'autre part que les réseaux sociaux ou Internet jouent à plein maintenant et que toutes les vieilles logiques de parti liées à de vieilles logiques de communication, presse écrite et audiovisuelle exerçant un monopole, absence encore à l'époque de ces réseaux sociaux et d'Internet, etc., tout ça est balayé par la modernité technologique numérique. Et il s'avère que maintenant, on sent que le couvercle de la marmite a sauté, et dans la marmite, qu'est-ce qu'il y a? Un peuple qui en a assez de cette classe politique. Il en a assez. Et le succès de Zemmour, c'est qu'il parle cash, c'est qu'il est sincère, et c'est qu'il rentre dans le tas, et c'est qu'il jette par-dessus bord tous les tabous. C'est ça qui fait son succès. Alors, comme nous avons changé d'époque, moi, je ne parierai pas sur la reconduction de Macron à l'Élysée. Je pense qu'il n'y a aucune certitude à ce sujet. Mais je vais quand même aller vous titiller, parce que si vous dites que les réseaux sociaux, en gros, prennent une place qui remplace les médias traditionnels, Zemmour, il fait un livre. Qu'est-ce qu'il y a de plus traditionnel qu'un livre? Et il est invité dans toutes les matinales radio et toutes les grandes émissions politiques télé. Oui, il fait un livre, c'est vrai. Mais s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, puis s'il n'y avait pas eu la bévue, entre guillemets, de Ruquier, qui l'a invité à animer On n'est pas couché, parce qu'il y a ça aussi. Ruquier ne savait pas qui il invitait. D'ailleurs, Zemmour lui-même ne savait pas encore, en 2006, que ça allait le faire décoller. Qui il était, puisqu'il a évolué entre 2006 et 2012, date de son éviction. Néanmoins, je vous ferai remarquer que, par exemple, en 2012, il a failli être viré du Figaro. Il ne l'a pas été grâce aux réseaux sociaux qui ont mobilisé une foule. Il n'y a pas que ça. Il y en a un qui n'est pas intervenu. Je voudrais lui laisser la parole. Romain. Je vais revenir sur le thème de la question. C'est-à-dire que s'il y a une question, c'est qu'il y a une raison. C'est-à-dire que si on se demande s'il est imbattable, c'est qu'il y a une première raison, c'est qu'il a l'air de se représenter. Ce qui n'était pas le cas de François Hollande, qu'on a débranché. D'ailleurs, il faudrait se poser la question pourquoi. Parce que
je ne suis pas sûr qu'il était si impopulaire que ça, c'est peut-être pour d'autres raisons. Et c'est qu'on voit aussi des sondages qui ont l'air relativement hauts sans être écrasants, mais stables. Mais alors, vous avez raison, on est en train de discuter, vous avez raison, vous venez de me rappeler à l'ordre. En fait, on est en train de discuter sur 2 personnalités qui ne se sont pas déclarées, ni l'une ni l'autre. Même si tout indique que Éric Zemmour y va, mais c'est quand même et 2 que le président de la candidatures République, il aurait bien tort de se priver, a priori. qui sont non officielles. Oui. Voilà, donc je voudrais juste poursuivre après sur le... Après, il a l'air de vouloir se reconduire, tout l'indique, et il y a on va dire, des sondages qui semblent très surprenants, eu égard à ces 5 années qu'on vient de passer, crise des gilets jaunes catastrophique, gestion de la crise sanitaire catastrophique. Donc ça veut dire que si c'est ça et que ces chiffres sont réels, c'est qu'il y a une réussite de Macron. Politiquement, on ne la voit pas. Mais sur un point de vue politicien, on la voit. C'est qu'il a créé, on dit qu'il n'y a pas de parti traditionnel du terme, mais il a créé une force qui s'appelle le bloc bourgeois mondialiste. Donc ça, c'est sa grande... Pourquoi il a recréé une forme de stabilité, et on voit quoi? L'effondrement du PS, et qui n'est pas nouveau, mais on voit Hidalgo, qu'on appelle madame aujourd'hui 5%, soi-disant peut-être remplacé par Stéphane Le Foll, je ne suis pas sûr que ça sera une réussite, mais tellement le début est catastrophique, et on voit les LR qui sont un phénomène fossile, comme on appelle ça en sociologique, c'est-à-dire qu'ils sont morts depuis longtemps, mais qui n'en finissent pas d'agoniser. Donc s'il est là, c'est qu'il y a une réussite, on va dire, de sociopolitique en termes d'offres. Donc la question, c'est est-ce qu'il est imbattable? La question, c'est que est-ce qu'on va réussir, face à ce bloc bourgeois mondialiste, faire un bloc populaire français? Et quand Zemmour parle justement de cet électorat bourgeois patriote, c'est vrai que moi j'ai du mal en fait à les voir, les bourgeois patriotes, mais peut-être qu'ils existent et qu'ils sont honteux face aux autres bourgeois de la mondialisation et du multiculturalisme. Mais effectivement, si il sera battable, à la seule condition qu'en réponse à ce bloc bourgeois et mondialiste, il y a un bloc populaire et français, et pour l'instant, Zemmour a l'air de l'incarner, ce qui était incapable LR et incapable RN. Je vais aller vous chercher sur les préoccupations des Français, parce que Zemmour a centré sa campagne, on va dire ses interventions, uniquement sur l'immigration. Et quand on sonde les Français sur ce qui les préoccupe, l'immigration, ça n'est que le 4e item. C'est un trompe-l'œil, ça. Le premier, c'est le pouvoir d'achat. Non, mais c'est un trompe-l'œil, parce que vous avez l'insécurité et l'immigration qui sont... Vous avez raison, le deuxième, c'est l'insécurité. Dans le sondage, si vous mêlez les 2 concepts et ils sont alors là, on est à 60%. Consubstantiels l'un à l'autre, ça change le classement. Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais quand vous êtes... ça va être le cœur du sujet. Quand vous êtes face à un danger, quand vous êtes face à une guerre, vous allez choisir le docteur en histoire militaire qui va bien vous l'analyser ou le chef d'instinct qui va vous la traverser et vous la gagner. D'accord. C'est le cœur du sujet. C'est-à-dire que cette instabilité-là, qui a été actée, c'est que les gens sont bien aperçus que l'appartenance idéologique, ça ne veut rien dire. Le fait que Sarkozy télécharge la ligne Buisson n'a jamais rien changé à la politique. C'était un module de vente qui a été aussitôt trahi. Parce que, encore une fois, les opinions politiques, c'est de l'écume. C'est quoi ce qui fait le choix de quelqu'un? C'est comportemental. C'est-à-dire que ce qui, structurellement, fait qu'on a envie de suivre quelqu'un, c'est qu'il a une posture comportementale qui engage et qui fait qu'on va aller plus loin. On a tous connu ça. Quand on découvre souvent des patrons en entreprise, on voit très bien qu'il y a celui qui va être dans la séduction, il va nous plaire au départ. Quand on commence à traverser des crises, on change vite d'opinion et le taiseux du coin qui est capable de prendre des décisions, c'est lui qu'on va suivre. Aujourd'hui, c'est ça la grande difficulté, c'est que Zemmour va incarner des discours sur un certain nombre de préoccupations, mais je pense que plus le temps passe, plus on voit aussi que c'est un analyste, plus on voit qu'il est capable d'aller sur des détails qui sont peut-être intéressants par la pensée, mais qui n'enclenchent rien. L'histoire des prénoms, c'est un cas d'école. Vous ne ferez jamais lever quelqu'un en lui disant « t'as un prénom de merde ». Jamais. Par contre, si tu dis « voilà, c'est ça le patrimoine français, c'est ça, est-ce que tu as envie d'adhérer à ça? Comment on rend possible le fait que tu puisses t'embarquer là-dessus ?» Ça, c'est une parole de chef, parce qu'elle est dans l'action et elle donne de l'unité et de l'élévation. Alors vous allez dans le sens des sondages. Vous mais allez contre Romain. Vous dites c'est Macron le chef mais sur non, mais pour le lequel problème, tout le c'est monde va voter. qu'aujourd'hui, c'est le cœur du sujet, c'est que le Fonds conservateur français, c'est un fonds conservateur par rapport à une autorité établie face à un inconnu. Le côté conservateur, c'est j'ai d'un côté un pouvoir, même s'il m'a déçu, etc., mais il est là, là où j'ai de l'inconnu, avec des personnalités qui ne m'inspirent pas. Alors, j'ai des sniffs de motivation à avoir des discours qui font plaisir, mais dans la durée, dans la stabilité, il y a du comportemental qui ne m'inspire pas. Après, Macron... Le fait qu'il y ait une certaine stabilité, c'est par défaut, parce qu'il y a un néant de classe politique. François, je ne suis pas bien certain d'avoir compris. Ok, vous nous avez dit en gros, Zemmour, c'est un analyste, mais on ne risque pas de suivre l'historien analyste. La question va se poser très vite.
Je ne crois pas que ce soit la bonne analyse. Je pense d'abord qu'en termes de chef, le plus chef, c'est incontestablement Macron, au point de vue de la structure des personnalités. Par ailleurs, au cours du passé, de l'histoire récente de la France, que ce soit Sarkozy et Chirac étaient les deux plus chefs du point de vue de leur manière de se comporter. Mais absolument pas. Ils n'étaient pas du tout dans la réalité. C'était des chefs de bande. Mais ils affichaient les critères de chef. Je ne pense pas qu'au stade actuel, les gens veuillent nécessairement un chef. Par contre, là où Zemmour a un énorme avantage, c'est quand même, il s'est produit un changement tellement spectaculaire que c'est à peine si on le voit, c'est que sur les thèmes qu'il évoque auparavant, il y avait une négation totale. L'immigration, ça n'existait pas. L'insécurité, il y avait un sentiment d'insécurité. Et le terrorisme, il n'y avait pas d'amalgame. Aujourd'hui, on entend beaucoup moins le pas d'amalgame, le sentiment d'insécurité. Et même Mélenchon, sur l'immigration, a reconnu qu'il y avait effectivement beaucoup... Lui, il a trouvé que c'était bien, hein, la créolisation. Donc les thèmes qu'évoque Zemmour, ils font un peu consensus dans la mesure où, pour la première fois dans l'histoire politique française, on reconnaît que ce sont des réalités. C'est énorme comme changement. Merci beaucoup. Je veux juste revenir un peu justement sur les préoccupations des Français. Après, on est un peu dérivé sur le chef et tout. Bon, c'est intéressant. Mais déjà, premièrement, il y a un lien entre le pouvoir d'achat et l'immigration. Donc, même si ça c'est... premièrement. Mais deuxièmement, moi, j'ai fait beaucoup de micro-trottoirs au mois d'avril-mai pour un ami qui est journaliste en freelance. Et on a fait sur les marchés bretons. On a interrogé les gens sur est-ce qu'ils connaissaient Éric Zemmour, est-ce qu'ils voyaient d'un bon œil. Au-delà des réponses, j'ai été en rencontre avec mon peuple, ce que je subodorais, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là, l'autocensure et la frayeur des gens de répondre aux questions. Déjà, premièrement, c'était « ne me filmez pas »,« qui êtes-vous »,« qu'est-ce que vous allez faire comme des images ?» On se serait cru en Corée du Nord. Et la plupart du temps, ils ne voulaient pas répondre aux questions de fond. Et il a fallu que parfois nous restions une demi-heure à leur parler pour que l'immigration arrive. Donc, je pense que dans les sondages, vous savez, c'était un peu l'effet aussi que Le Pen qu'on avait sur les sondages, c'est-à-dire qu'il y avait un décalage entre ce que disaient les gens et finalement ce qu'ils mettaient dans l'isoloir. Mais ça, donc, dans les sondages, c'est maintenant corrigé, a priori. Oui, mais... Alors, c'est corrigé pour les partis, mais par contre, pour les thématiques comme ça, moi, je reste persuadé que c'est évident, parce que quand vous parlez aux gens, dans l'immédiateté, c'est est-ce que je vais pouvoir faire manger comme mes enfants, mais surtout que c'est un sujet autorisé, puis bien vu. Parce que si vous dites, je me plains de ça, et ce qui est bien normal, parce que tout le monde le subit, mais je pense que même dans ces sondages-là, il y a une autocensure qu'on, franchement, on la connaît, mais on n'imagine pas l'ampleur. Moi, j'ai vu des gens terrifiés de répondre à une simple question. Je pense qu'on n'imagine pas que l'ampleur de la terreur psychologique du Français face à sa problématique qui est pourtant évidente. Et pardon, alors, juste Laurent, je vous cède la parole. Pourquoi vous pensez que certains Français ont peur de s'exprimer ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? La peur ? Oui, mais la peur de quoi ? Mais alors, la peur de... Parce que personne ne va en prison, on n'est pas en Corée du Nord, hein. Personne ne va en prison pour délit d'opinion en France. On va pas en prison, mais on est stigmatisé, c'est-à-dire le mot raciste vient très vite, donc vous sortez du groupe en sachant qu'à part quelques anachorètes et artistes qui aiment être loin du groupe, les gens n'aspirent qu'une chose, c'est, on voit les phénomènes de la mode, etc., c'est appartenir à un groupe. Donc eux, leur terreur, c'est d'être stigmatisés. Alors, à certaines époques, c'était autre chose, aujourd'hui, c'est raciste, c'est etc. Et en fait, ils ont une terreur, et après... Quand même, on ne va pas en prison. Moi, j'en ai subi moi-même les conséquences. On peut perdre son emploi. Et aujourd'hui, quand on perd son emploi, c'est quand on a des crédits, des enfants. Bon, entre ça et puis la prison, bon, finalement... Vous avez raison. Voilà. Vous avez les réseaux sociaux, les parce qu'il y a une transparence. Je finirai juste là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il y a une transparence absolue. Parce que moi-même, j'en ai été victime. Vous tapez le nom de quelqu'un. Il suffit qu'un journal gauchiste et vous ait fait un portrait avec les mots-clés, hein, homophobe, etc. Bah, l'employeur, il ne va pas chercher de savoir si c'est le Figaro, Valeurs Actuelles ou un journal marxiste. Il va dire, c'est écrit, c'est vrai, j'en prends un autre. Donc, voilà. Je comprends. Oui. Laurent Arthur Duplessis. Je vais répondre à François sur l'homme d'action et l'homme de verbe. Imaginons que la démocratie ait existé du temps de Richelieu ou du temps de Bismarck. Il n'aurait jamais gagné une élection. C'est l'homme de verbe qui gagne les élections. Ça ne veut pas dire que les élections aient sélectionné un homme d'action. Oui, mais précisément. Mais ce que je veux dire, c'est deux choses. C'est qu'effectivement... C'est toute la difficulté, c'est que les élections sont faites pour les hommes de verbe, alors que le problème, c'est après, quand on a besoin d'hommes d'action et d'hommes de décision, plus exactement, pour exercer le pouvoir. Après, malgré tout, le phénomène nouveau pour moi, c'est qu'il y a une telle lassitude du discours idéologique et l'hystérisation qui explique aussi la désignation
de tout ce qui va aller de plus en plus fort dans le discours. Ce que je m'étais amusé à dire ici, il faut arrêter de mettre des couilles aux idées, il faut mettre des couilles aux gens. Et les couilles aux gens, c'est des gens qui sont calmes, qui sont stables, qui trient et qui sont capables de donner une direction plutôt que de mettre de la radicalité dans le discours, qui forcément hystérise et qui forcément fait que on va, en plus, quand on fait ça, on accepte quelque part la guerre de la gauche qui va aller sur des sujets périphériques, on lui répond idéologiquement. Il faut lui répondre comportementalement parlant. Plutôt que de dire ton prénom c'est un problème, de dire Notre-Dame s'est effondrée, si on la relève, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Là, on relève et là, on rallie les gens, on leur donne un débouché. Et donc, certes, le principe est comme ça, mais aujourd'hui, du fait qu'il y a une lassitude totale pour moi, justement, du discours idéologique, il y a, à mon avis, une soif comportementale dans laquelle quelqu'un qui est calme, qui est stable, qui donne un débouché, peut avoir son créneau. Alors, je vais prolonger un tout petit peu le temps de cette partie de l'émission pour faire un tour de table en disant, pour vous, qu'est-ce qui manque pour que Zemmour ait une crédibilité qui lui permette d'arriver au deuxième tour, hein? Est-ce que, parce que, en gros, pour le moment, son discours est sur la France en décrépitude et l'immigration. Est-ce que, pour vous, il manque des éléments à son discours pour attirer et être peut-être un petit peu plus crédible? Moi, je ne pense pas. Je vais pas... Comment... Allez-y. Non, je veux dire par là que, d'un point de vue très différent de nos amis, oui. Je considère que tout ce qu'on dit sur le programme, etc., le pouvoir d'achat n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est pour ça que le débat Zemmour-Mélenchon était bien, c'est qu'ils avaient tous les deux une ligne directrice, ils veulent aller quelque part. D'une certaine manière, si ce que dit Zemmour est vrai, si la France est menacée de disparition, le pouvoir d'achat, on s'en fout, le salaire des fonctionnaires, on s'en fout, il n'y a qu'une seule grande idée qui compte. De la même manière, côté Mélenchon, si véritablement, et c'est d'ailleurs exact, la planète est grandement menacée pour des problèmes écologiques, les petits problèmes à côté, c'est comme s'ils n'existaient pas. Moi, je suis contre l'analyse microscopique. Si on a un grand projet, sinon il faut discuter effectivement le bout de grain comme on l'affiche jusqu'à présent. Ok, je vous remercie parce que c'est une vraie réponse, ça, hein. C'est une réponse comme quoi Zemmour serait sur la bonne voie. Je pense, oui. Ça ne veut pas dire qu'il peut être élu, bien entendu. Romain Jules Guérin. Alors moi, évidemment, j'ai rien à conseiller à Éric Zemmour, mais je pense que la question que vous posez, elle est valable dans une élection standard, on va dire, oui, avec des chefs de parti, etc. Et je pense qu'elle ne se pose pas pour Zemmour, parce que même si de toute façon, et on le voit, il est obligé de composer entre l'idéologue, on va dire, politique très assis sur ses principes, et des fois, il faut un petit peu composer. Je pense qu'il n'a pas à crédibiliser son discours, parce que je pense qu'il l'a déjà fait, il commence à le faire. La vraie question, c'est Zemmour, est-ce qu'il arrivera au bout? C'est est-ce qu'il va se transformer d'homme de pensée en homme d'action. Et je crois que tous ceux qui le soutiennent, c'est un peu l'interrogation qu'ils ont, parce que de toute façon, tant qu'il n'est pas dans la bataille, on ne sait pas si c'est un bon soldat. On a vu quand même avec... depuis longtemps quand même, il avait des procès, etc. On voyait qu'il avait les épaules solides. Mais la politique, c'est encore beaucoup plus tragique, beaucoup plus dur. On l'avait avec Fillon qui s'est effondré très vite. Et là, on l'a vu avec Zemmour sur les paparazzis, les machins. Il s'est très bien tenu. Et je pense qu'il y a quelque chose d'irrésistible qui se passe. Et quand l'histoire intervient, elle n'intervient pas souvent, hein, c'est tous les siècles. Je pense que même Zemmour n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer, nous non plus, et qu'en fait, on assiste à une mécanique de l'histoire, et même Zemmour va se peut-être transformer, parce qu'on lui a dit, et Pascal Praud lui-même lui a dit, mais t'es journaliste, t'es souvent tout seul, quoi, t'es pas un chef d'équipe. Bah oui, mais c'est au front qu'on voit, et donc c'est ça. Est-ce qu'il ça sera un homme d'action? Et si c'est ça, je pense qu'il pourra finir bien à 35% au premier tour assez facilement. J'entends. François Bert et Laurent Arthur Duplessis conclura. Pour moi, deux choses. La première, c'est que la personnalité est prédictible. Je le dis parce que c'est mon métier. Je passe mes journées à évaluer le potentiel des gens. Il y a des choses qu'on voit et on peut momentanément se transformer dans l'action. Il n'empêche que chasser le naturel, il revient au galop. Tôt ou tard, ça jouera. Okay. Et ceux qui se révèlent à la guerre, c'est souvent d'ailleurs des introvertis qu'on n'avait pas entendus et qui s'allument d'un seul coup dans l'action parce que là, ils sont en position de faire leur métier de chef parce qu'ils sont faits pour décider. Okay. Là où les gens qui ont toujours été dans les idées, quand ils se retrouvent à devoir passer du programme établi, des idées abouties, à là, nouveau champ de bataille, il n'y a aucun référentiel, il faut que je décide, là, ils ne savent plus faire. Parce que c'est du discernement, ce n'est pas de la pensée. Premier sujet. Ensuite, pour répondre à votre question, le sujet pour moi, ce n'est pas d'étoffer son champ de thématique, le sujet, c'est d'étoffer l'équipe. Et s'il y a un conseil que je donnerais moi à tous les candidats, c'est vous présentez pas seul, vous présentez-vous à minima en binôme. Voilà.
Alors, ça a déjà été fait aux élections présidentielles. Alors, vous allez me dire, évidemment, mais c'était il y a avec très des longtemps, vrais binômes. mais ça n'a pas marché. Parce que le binôme Hollande-Hérault, Chamalot-Chamalot, ça ne marche pas. Ouais. Voilà. Donc, c'est une vraie complémentarité. Souvent, on fait des binômes idéologiques. Alors qu'il faut des complémentarités de posture, hein, quand vous avez... Voire de personnalité, voire voilà. de capacité. Et donc, quand vous avez un penseur, mettre derrière quelqu'un qui est un discernant. D'accord. C'est ça qui serait vital. Ok, entendu. Laurent Arthur Duplessis. Je pense que ce qui pourrait être un handicap pour Éric Zemmour pour véritablement accéder à l'Élysée, je dirais, c'est son physique d'intellectuel vibrionnant, survolté, décorporé. Alors là, je rejoins un peu l'analyse de notre ami sur le chef. Ouais. Bon, effectivement, le chef, en général, il ne vibrionne pas. Il a plus ou moins une certaine puissance physique et il est relativement incorporé, disons. Hein. On peut dire ça. On peut dire ça. Napoléon n'était pas un foudre de guerre physique. Non, mais il était calme. C'est bien autre surtout chose. une force. Oh, je ne suis pas sûr que Napoléon était si calme que ça. Il a eu ses colères, il a eu ses... Non, dans les batailles, face il était au pape, imperturbable. Dans les batailles, il était imperturbable. Il était à cheval au milieu des boulets. Ah, bien Il ne sûr. bougeait pas d'un truc. Ouais. Il ne bougeait pas d'un... Mais il en est qu'au début de sa carrière de chef. Ouais, oui. On verra dans 6 mois. Et puis Napoléon, il a eu l'occasion de participer à des batailles. Oui. Et pas simplement d'idées. C'est ça. Oui, mais l'époque a changé. Aujourd'hui, c'est pas la campagne d'Italie. C'est vous avez en face, vous avez des marxistes qui vous insultent toute la journée. Je trouve que vu ce qu'il prend dans la tête, il garde relativement son calme. Mais la combativité n'est pas le caractère de chef. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais On peut être un très bon le combat, rhéteur et un très mauvais chef. On va laisser Laurent Arthur Duplessis conclure, parce qu'il faut quand même changer de sujet. On est largement en train de déplacer. Je crois en tout cas qu'on n'est pas fini, on n'est pas au bout de nos surprises avec cette campagne électorale. Et je pense que Zemmour, de toute façon, ira très très haut. Ok, c'est moi qui vais conclure, mais je me souviens, il y a plusieurs émissions, on disait aucune campagne présidentielle ne s'est passée comme prévu à un an. Aucune n'a eu les 2 finalistes qui étaient prévus par les sondages. Nous attendions tous l'élément perturbateur, sans savoir vraiment d'où il allait venir. Là, je crois qu'on le tient. Hein. On sait que la bataille ne va pas être celle qui était... Et puis il y aura peut-être quelqu'un derrière lui encore. Et peut-être donc. Il ne fait peut-être qu'ouvrir la voie. C'est bien possible. Côté précurseur. Dans tous les cas, je peux vous assurer d'une chose, mais vous avez bien compris, on en reparlera de cette histoire, parce que je crois qu'il va y avoir de nombreux développements. Et je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour le deuxième sujet. À tout de suite. Alors, ce qui se passe, c'est que des déclarations récentes d'Emmanuel Macron, on va revenir dessus au cours de ce segment, qui décrivaient en gros le système algérien comme un système militaro-politique, ont entraîné évidemment une grande crispation en Algérie, avec rappel d'ambassadeurs. Enfin, voilà, la situation est tendue. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il est temps de se dire des vérités qui fâchent et la personne vers laquelle je vais me tourner pour répondre, en tout cas, tracer quelques pistes, c'est François Bert. Donc oui, il y a un sujet qui a été évoqué autour de ça, et qui était d'ailleurs le mot qui a déclenché l'ire des Algériens, c'est le mot rente mémorielle. Oui. Moi j'ai envie de... Qu'est-ce qu'il voulait dire de comme manière ça rente mémorielle, dans le sens où c'est tellement facile d'expliquer tous les problèmes de l'Algérie en permanence en disant que c'est de la France, et voilà. Et de revenir indéfiniment, de remettre à chaque fois un jeton dans la machine. C'est pas de notre faute, ce qui s'est passé il y a 50 ans. On est des victimes. Okay. J'ai 3 mini-réflexions. La première, c'est qu'il faut arrêter de mettre en face de cette rente mémorielle une rente électorale. C'est-à-dire que quand je vois un Emmanuel Macron qui, en février 2017, parle de crime contre l'humanité, la colonisation en Algérie dit que la colonisation est un crime contre l'humanité, qui ensuite demande officiellement pardon pour la mort d'Ali Boumendjel, puis qui ensuite rebascule côté harki, même si je suis très content qu'il ait pu faire cette 3e chose-là, il joue aussi avec ça. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas à la fois reprocher aux Algériens de faire la rente mémorielle, quand soi-même, on rentre dans le jeu, en permanence, pour des raisons électorales, à s'auto-flageller pour ça. Le deuxième sujet, et ça va avec, c'est que l'action principale de la France, elle est de s'aimer soi-même. Il est difficile de demander aux autres de s'aimer si on ne s'aime pas soi-même. Oui. Et il y a un mal français qui est de tout le temps voir l'histoire sous un biais
d'autoflagellation, là où il y a des choses à poser. Et typiquement, cette histoire d'Ali Boumengel, plutôt que de dire, oui, et certes, on l'a buté, certes, il s'est passé comme ça, mais c'était pas tout noir, tout rose, pardon. Il y avait des difficultés, on a fait une guerre, c'était compliqué, point barre. Et après, petit rappel, voilà ce qu'on a apporté à l'Algérie. Hein, et je cite Fer à Tabas, je cherche la nation algérienne, je ne l'ai pas trouvée. Mais c'est aussi une des choses qu'Emmanuel Macron a dites. Il a mis en cause l'existence même de l'Algérie avant la colonisation. On rappelle que la colonisation, alors là c'est des souvenirs d'école, ça date pour moi de Charles X. Donc ça date des années 1830, voilà. 1830 l'Algérie. 30, ça doit être le tout début de, toute la fin de Charles X. C'est la prise d'Alger. C'est la prise d'Alger. Voilà. 1830. Mais vous voyez, c'est tout le chaos du en même temps. On ne peut pas à la fois dire ça et parler de crime contre l'humanité. D'accord. Enfin, il faut quand même. Je voudrais modérer ça, François. C'est-à-dire que ça nous rapproche du premier thème. On ne peut pas exclure totalement qu'un homme comme Macron, en contact avec le réel, c'est-à-dire une des choses qu'il faudrait envisager pour la suite des élections, subisse lui-même une forme d'évolution du fait du choc du réel. Il est bien clair que Macron, au moment où il a été élu, son idéologie, on la cerne très bien, c'est l'idéologie de la repentance, du crime contre l'humanité, etc., etc. Il se rend compte aujourd'hui qu'il y a effectivement d'autres éléments de réalité, de même d'ailleurs que sur l'immigration et sur la sécurité, il peut aussi prendre conscience de cela, et c'est lié à l'Algérie puisqu'il veut renvoyer les délinquants algériens là-bas. Donc il n'est pas impossible que Macron prenne conscience d'une forme de réalité. Si c'était le cas, il ne faudrait pas aller en tenir grief sur le fait qu'il dit le contraire. Ali Boumengel, c'est en mars 2021. J'entends bien. Donc il y a une prise de conscience un peu tardive. Non, mais je dis pas qu'il moi, j'ai aucune confiance à l'approche électorale. Je n'ai pas non plus grande confiance. On ne peut pas exclure ce type d'évolution. Et si c'était le cas, on ne pourrait pas lui en tenir grief. Oui. Je pense qu'il est zémorisé, j'en doute. Je crois qu'il y a la zémorisation. Il y a peut-être un peu de ça. Beaucoup. Développez ça aussi. Comme les thématiques mises sur la place publique par Zemmour ont un succès phénoménal, justement parce qu'elles correspondent à des aspirations populaires profondes, Zemmour a servi de révélateur à Macron et à son entourage qui ont beaucoup de mal à capter l'évolution de l'opinion publique. On l'a vu avec les Gilets jaunes, etc. Ils ne sont pas du tout au contact de la psyché collective française. Et là, ils ont eu tout d'un coup la révélation brutale avec Zemmour de la réceptivité des populations à ces thématiques d'identité, etc. Donc, du coup, que fait Macron et que font-ils tous ? Les LR, etc. Tous, ils emboîtent le pas à Zemmour. Tous, ils se mettent à manier des thématiques qui n'étaient pas du tout les leurs avant. Valérie Pécresse, par exemple, nous étonne. Voilà qu'elle tient des propos qu'elle n'aurait jamais tenus il y a un an. Et les autres, pareil, Xavier Bertrand, et ainsi de suite. Donc, ils sont tous zémorisés. Hein, mais est-ce qu'ils sont sincères en étant zémorisés, ou ils se montent juste dans le bus parce que c'est celui qui va le plus loin ? Enfin, évidemment, il n'y a aucune sincérité. La sincérité, elle s'accompagne d'une certaine stabilité de conviction et de rhétorique. Mais ces girouettes-là n'ont aucune sincérité. D'accord. Ok. Allez, Romain Jules Guérin, je voudrais juste... Non, mais je voudrais revenir quand on parle de rente mémorielle pour que les gens comprennent bien, parce qu'il y a des lectures, on peut lire des livres, mais comment ça s'incarne vraiment ? Moi, je l'ai découvert un peu malgré moi. J'étais un jour... j'habitais à un endroit où il y avait le câble, et donc j'ai eu la chance de pouvoir voir la télévision algérienne. Vous aviez l'eau courante aussi ? J'avais l'eau courante. Parfait. C'est la modernité. Juste froide à ce moment-là. Enfin bref. Et j'ai pu constater par moi-même ce qu'on appelle la rente mémorielle, mais c'était à un point, parce qu'il faut vraiment le préciser, à un point que les Français n'imaginent même pas. J'ai vu par exemple une émission culinaire où on apprenait à faire le couscous. Bernard Lugan nous rappelle d'ailleurs que l'Algérie est dans un tel point de décrépitude qu'elle doit importer ses graines pour son couscous. Okay. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais dans une émission culinaire qui n'a aucune vocation idéologique. Enfin, je crois que même en France, où l'idéologie est un peu de partout, quand on nous apprend à faire un plat, il n'y en a pas, et ben, ils ont réussi à caler à 2-3 reprises
la haine, d'ailleurs, je crois que Macron l'a dit aussi, il a dit pas mal de mots forts, hein, voilà, il a dit vraiment cette haine dans l'émission culinaire du français. C'est-à-dire que le français est vraiment, il y a vraiment depuis 40-50 ans en Algérie, les pauvres Algériens, parce que c'est vraiment tout, il y a vraiment une violence et quelque chose de systématique. Et sur la relation un petit peu globale, je crois que moi, ce qui pourrait nous surprendre, c'est la surprise des Algériens. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir un enfant gâté qui a à Noël, à son anniversaire, plein de cadeaux et qui, à un Noël, aurait toujours un cadeau, mais moins important que l'année suivante. Pourquoi ? Parce que la France ne se pose pas en position de virilité, je veux dire, elle est à genoux et les Algériens ont eu l'habitude, d'ailleurs vous disiez tout à l'heure que Macron a commencé son mandat comme ça, mais c'est souvent symbolique, c'est-à-dire quand on commence un mandat, c'est ce qu'on pense vraiment, et effectivement à l'approche des élections, la zémorisation, ce que vous avez dit, alors il y a un proverbe colonial très beau qui dit « à force de pisser contre le sirocco, on finit par arroser ses babouches », le problème c'est que le sirocco français, il n'y en avait pas tellement, donc je pense que les Algériens se sont donnés à cœur joie. Et quand il y a une petite réaction de bon sens, j'ai envie de dire, parce qu'il faut résoudre ce problème, c'est comme un vieux couple qui se parlerait alors qu'ils ont des traumatismes ensemble. Donc en fait, ils font semblant de parler parce qu'ils n'en reviennent pas au vrai sujet. Donc effectivement qu'il faudra qu'on ait des relations, parce que c'est quand même un bouclier face à l'invasion migratoire qui vient. C'est notre 2e ou 3e partenaire commercial. Enfin, on ne peut pas parler de l'Algérie comme ça. Mais il faut, à un moment donné, il faudra un discours de vérité. Et les Algériens sont dans leur verbiage et nous, on fait semblant de les croire. Donc ça ne va pas du tout. Je vais vous rapporter des choses que j'ai lues et entendues. C'est que finalement, la position d'Emmanuel Macron serait due au fait qu'il anticipe la chute du système algérien. Et qu'en envoyant ces signaux-là, il envoie des signaux à la société civile, vous savez, celle qui défile au sein de ce mouvement qu'on appelle le Irak, hein, et qu'en gros, en parlant de système politico-militaire, en brisant le dialogue qu'il avait entamé avec le président, dont j'ai d'ailleurs découvert le nom, puisque je ne sais pas si vous connaissez le nom du président. C'est Bouteflika, je pense qu'il n'est pas mort. Oui, c'est ça, c'est exactement. Il s'appelle Tebboune. Hein, oui, alors là, il y a effectivement un phénomène inexorable, me semble-t-il, qui est enclenché, c'est que l'économie algérienne dévisse complètement. Complètement. La rente pétrolière ne suffit plus, notamment à cause de l'évolution des cours du marché. Les importations céréalières sont plus élevées que jamais parce qu'il n'y a aucune autosuffisance alimentaire. Le niveau de vie de la population algérienne ne cesse de se dégrader et du même coup, le régime est menacé fortement. Alors, il est menacé à la fois par la révolte des classes moyennes et populaires et il est menacé par l'emprise grandissante des intégristes islamistes sur une jeunesse tellement désespérée qu'elle donne aussi prise, évidemment, à des prêches radicaux. Alors, ce régime est fortement menacé, mais il est vrai que c'est également le cas pour la Tunisie et, dans une certaine mesure, pour le Maroc aussi. C'est-à-dire que ces 3 pays partagent... Même si au Maroc, les élections récentes ont montré que les islamistes ont été chassés. Oui, mais ça, c'est une petite dépression cyclique. Mais le fond de l'affaire, c'est que vous avez d'énormes banlieues dans les grandes villes marocaines qui croupissent dans la misère et qui sont un chaudron islamiste en puissance. Marocaine ou algérienne ? Marocaine, algérienne, tunisienne. Les 3. Donc ça ne fera qu'aggraver la fracture avec la France. Oui, et il est vrai que le marasme économique de ces 3 pays fait le lit des radicalismes islamistes dans ces... Donc vous avez une vision plutôt pessimiste de l'évolution de ces 3 pays. Il y a longtemps dans mes bouquins que je trace cette perspective, elle commence à prendre corps. D'accord. François Bert. C'est pour ça que pour moi, il faut d'autant plus, être dans une forme d'assertivité, que ce soit sur sa propre culture, sa propre fierté, et dans même le dialogue. C'est-à-dire que le dialogue, on devrait plus être dans un dialogue de contribution, dans le sens, voilà, il y a telle contrainte qui vient de vous, comment on gère avec vous. Alors déjà, il faudrait qu'on fasse des vraies reconduites, parce qu'on n'en fait pas. D'une part... Mais on découvre, pardon François, mais on découvre que les vraies reconduites semblent impossibles, puisque quand on reconduit, il faut l'assentiment de celui qui reçoit. Or, il semblerait, et c'est d'ailleurs pour ça... moi, c'est vraiment une information que j'ai appris à cette occasion. Si Emmanuel Macron a dit
je réduis de moitié, moins 50% les visas, c'est parce que seuls 0,2%, 0,2%, on ne parle même pas d'1%, hein, 0,2% des reconduites de citoyens algériens clandestins en Algérie sont possibles parce que l'Algérie ne veut pas. On a des moyens de pression. Mais surtout parce qu'on a aussi un mécanisme qui est complètement, qui est extrêmement compliqué. Pour réussir à rendre effective une reconduite, c'est la croix à la bannière. Parler aux gens qui sont spécialistes de ces sujets-là, c'est la croix à la bannière pour faire une reconduite. Mais donc de notre côté, c'est notre côté déjà, qui pose problème. Donc voilà, et plus on est dans une assertivité culturelle et politique, et plus déjà on peut dialoguer, et plus on se crédibilise par rapport à ces populations, plutôt qu'à être à faire la guéguerre, que ce soit en s'autoflagellant ou même à faire la guéguerre sur des thématiques en balançant des pavés dans la mare, on ne se crédibilise pas par rapport à ces populations-là. Et le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est qu'il faut qu'on parle précisément à l'occasion de ce sujet-là avec les Algériens qui sont chez nous. Et qui, là où on est aussi complètement idiots, c'est que eux, ils savent très bien la réalité sur place. Ils n'ont aucune forme de confiance dans le pouvoir qu'ils ont subi depuis des années. Donc de voir que venant chez nous, au lieu de dire, OK, vous avez connu un truc qui était ridicule, qui était absolument pas opérationnel, ridicule, etc., on est en train de se flageller, ils ne comprennent pas. La première réaction de la plupart des Algériens qui viennent en France, c'est de dire, comment se fait-il qu'un pays comme la France, qui lui, au-delà même du passé, fait ça, là où chez nous, on a des incapables enquistés au pouvoir depuis des années, qui ne sont pas crédibles, pourquoi on se flagelle devant des gens comme ça? Pourquoi on se flagelle devant des pantins? D'accord. Yves Christène ou Romain? Je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Je pense qu'effectivement, moi, ça me paraît assez sans issue, d'ailleurs, comme situation, parce que ce que dit notre ami est vrai. Plus la crise se produira en Algérie, plus le prétexte de lutter contre la France sera très fort. Je verrai guère comme solution pour l'Algérie que de se tourner vers la Chine, qui est quand même le contributeur universel, qui, lui, n'aura aucun état d'âme. Donc, je pense que la Chine pourra très bien s'entendre avec l'Algérie dans la mesure où il n'y aura rien qui relèvera de la forme de repentance et de regard moral. Ça vaut pour beaucoup d'autres pays, d'ailleurs, à mon avis. Bien sûr, mais de toute manière, l'avancée de la Chine... Alors, en Algérie, elle est très, je vous remercie pour l'enchaînement, parce qu'on va bientôt parler de la montée en puissance de la Chine, mais on voit bien partout, la Chine entre dans les pays par le moyen de la dette, en fait, par le moyen de l'argent, par le moyen des infrastructures, et en construisant des infrastructures, en créant de la dette. Et sans aucun regard moral, sans aucune repentance, sans rien de ce genre. Je vois juste, très, très rapidement, à l'instar de ce qui s'est passé pendant qu'il y a eu la crise avec la Turquie en Allemagne, parce qu'il y avait une diaspora extrêmement importante turque qui a finalement anesthésié le pouvoir politique allemand, l'immigration massive pose un vrai problème et de souveraineté, parce que d'aucuns, pendant la crise des banlieues, ont dit que Chirac avait pris la position de ne pas aller en Irak, pas parce que c'était un bienfaiteur, mais parce qu'il redoutait qu'avec cette prise de position, certains quartiers s'embrasent. Donc ça pose un vrai problème de souveraineté quand il y a des diasporas aussi importantes. Ça paralyse le chef et sa direction. D'accord. Très bien. Écoutez, on va en rester là. Le deuxième sujet est écoulé. On se retrouve dans quelques secondes. On va parler d'Europe, de Chine et de la nouvelle guerre froide avec les États-Unis. À tout de suite. Allez, troisième sujet, la nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine et le fait qu'un certain nombre de pays se trouvent entraînés dans un camp ou dans l'autre. À titre d'exemple, la France a été victime de cette situation puisque l'Australie a annulé la commande de sous-marins parce qu'une nouvelle alliance est apparue dans le Pacifique rassemblant l'Australie, les États-Unis et le UK. Ma question, c'est est-ce que la France a une place dans tout ça? Est-ce qu'elle ne doit pas se mêler à ce jeu-là? Ou est-ce que finalement, elle tombe naturellement dans le camp américain? Et je cède la parole à Laurent Arthur du Plessis. Eh bien, on voit effectivement que depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping en 2012, la Chine est sortie de sa discrétion inaugurée par Deng Xiaoping en 1979, qui consistait à faire de la croissance économique sans la moindre provocation en politique étrangère, et Xi Jinping a pris un parti inverse.
il multiplie les postures agressives sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, et stupeur des Américains qui croyaient piloter la mondialisation à leur profit dans le cadre d'une organisation mondiale du commerce où ils ont fait entrer la Chine en 2001 sans aucune contrepartie quasiment, ce qui a largement permis l'essor spectaculaire de l'économie chinoise, mais les Américains se sont retrouvés sidérés par l'agressivité de Xi Jinping. Et du coup, effectivement, il y a cette nouvelle guerre froide caractérisée par une course aux armements de part et d'autre et par des rhétoriques de plus en plus agressives. Alors, la France, là-dedans, est-ce qu'elle a une place ? Elle a une place dans le sens que la France a le deuxième domaine maritime du monde. Et elle a un très important domaine maritime dans l'océan Pacifique. Et elle a encore dans ses possessions la Nouvelle-Calédonie, qui est un enjeu à la fois stratégique et en matière première avec le nickel. Pour lequel il va y avoir un vote prochain. Hein. Oui. Savoir si la Nouvelle-Calédonie reste au sein de la France ou si elle et Pékin louche sur la Nouvelle-Calédonie. Hein. Oui, bien sûr. Et donc la France est une puissance du Pacifique. Donc à ce titre-là, elle est concernée, la France. Et ce dont on peut s'inquiéter, c'est de l'érosion des budgets de la défense au fil des différents régimes. Chirac, Sarkozy, Hollande, etc. Ça remonte légèrement un peu maintenant. Il y a eu un petit rebond, hein, c'est ça. Oui, mais on a une flotte qui a été fortement réduite. Oui. Et on a une flotte qui aurait bien besoin d'être à nouveau étoffée. D'autant qu'en plus du théâtre des opérations de l'océan Pacifique, il y a la Méditerranée. On a vu à l'été 2020 qu'Erdogan jouait en Méditerranée un jeu extrêmement agressif à l'occasion des disputes sur les zones d'expansion économique maritime en Méditerranée orientale. On avait fait un sujet avec vous. Hein. Avec les gisements de gaz sous la mer. Et c'est un enjeu extrêmement important, et pour la Turquie, qui dépend majoritairement du gaz russe notamment, et pour les pays riverains, Grèce, Égypte, etc., qui ont un cruel besoin de ce renfort gazier pour rembourser leurs dettes, etc. On a vu les tensions énormes en Méditerranée orientale à l'été 2020. On a vu que notre frégate Le Courbet a été par 3 fois illuminée par une frégate turque, ce qui est extrêmement grave, vous vous rendez compte, puisque l'illumination, ça veut dire que normalement, il y a un tir de missile dans la seconde qui vient. Bon. Et la France, normalement, aurait dû rompre quasiment ses relations diplomatiques avec la Turquie après un incident pareil. Imaginez De Gaulle devant un événement pareil. Bon. Mais donc, ça veut dire tout ça qu'on a besoin énormément. Nous qui sommes autant une puissance maritime qu'une puissance continentale, nous avons un besoin énorme de redévelopper une marine extrêmement conséquente pour pouvoir maîtriser notre espace maritime et pouvoir se faire respecter et en Méditerranée et dans l'océan Pacifique. Mmh. Cela dit, il y a une course de collision entre la Chine et les États-Unis, très nettement. Et j'ai comparé ça déjà dans un livre en 2002 avec la course de collision qu'il y avait eu entre 1870 et 1914 entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. L'Allemagne, puissance industrielle nouvelle et en pleine ascension, le Royaume-Uni, puissance industrielle ancienne et gérant ses acquis. Alors, si on est sur cette... merci Laurent. Hein, si je reste là-dessus, vous dites la course de collision... De collision. Pardon, est inévitable. Hein, oui. Ça n'est plus deux parallèles, mais il y a bien un point de collision à un moment. Oui. Et on doit choisir son camp, non ? Puisque, toujours. Dans ce cas-là, il y a deux camps. Hein, il y a deux camps. Et on a toujours choisi l'Angleterre par rapport à l'Allemagne. Enfin, je ne vois pas pourquoi on devrait voir les choses comme ça. Oui. Non, moi, je pense qu'au contraire, on aurait dû tirer prétexte des événements avec l'Australie pour prendre nos distances vis-à-vis des États-Unis. Ça nous était facile précisément puisqu'il y avait le jeu de la Chine. Et je pense qu'on aurait dû au contraire, faire affaire avec les Chinois. Oui. Pas dans l'optique de se soumettre à la Chine comme on l'a fait vis-à-vis des États-Unis, mais dans l'optique d'être indépendant par rapport, d'avoir une attitude gaullienne, d'être indépendant par rapport aux États-Unis. On avait un prétexte qui nous était donné très facilement. Et, de surcroît, les Américains auraient été obligés de mettre un peu d'eau dans leur vin parce que, bien sûr, ils ne craignent pas que la France leur déclare la guerre. Mais le fait d'avoir une espèce de rupture
de l'Alliance occidentale était un moyen de pression pour manifester notre indépendance. Oui, mais là, il faudrait voir véritablement. la chose sous l'angle suivant. C'est que tout est lié. Il faudrait effectivement que la France s'affranchisse de la tutelle américaine aussi dans ses rapports avec la Russie. Et je crois qu'il faut regarder ça en fonction des super grands. C'est-à-dire que les trois super grands, États-Unis, Russie, Chine, la Russie ayant une puissance économique du niveau de l'Italie, mais une volonté de puissance qui l'arrange au camp des super grands par sa force militaire. Eh bien, il faudrait que la France et subsidiairement les pays d'Europe se rapprochent de la Russie et organisent avec la Russie un arbitrage international qui puisse peser d'un poids efficace dans les grands litiges mondiaux. Parce que là, effectivement, tant que la France sera une province américaine de facto, la France n'aura aucun poids dans les arbitrages internationaux. Alors, à ce propos, Romain, moi, c'est des sujets extrêmement compliqués. Sortie de l'OTAN, on aurait pu envisager ça. J'ai pas moi, j'ai pas la culture pour vraiment répondre, mais j'aime bien revenir justement pour y voir un petit peu clair, parce que c'est important de se faire quand même une forme d'opinion. L'intitulé, donc Chine, États-Unis, nouvelle guerre froide. Pour moi, il y a peut-être deux manquements ou deux erreurs. C'est que je pense que la guerre froide n'est pas un terme approprié. On est dans un autre siècle et on pourrait parler de guerre hors limite. Et je vais définir un petit peu ce terme-là. Et est-ce que la Chine a des hostilités, en tout cas réciproques, avec les États-Unis? Non, je pense qu'elle l'a avec le monde entier. Parce que je pense que les Européens, en tout cas, le reste du monde, je ne sais pas, mais en tout cas surtout en France, on a deux naïvetés. La première, c'est de penser que la Chine est pacifique. On a toujours dit l'empire du milieu. Oui, c'est sûr, tant que... C'est la position de Mélenchon, ça. Oui, non, mais, la Chine n'est jamais sortie mais de ses Mélenchon, frontières. bon, après, c'est pour encore d'autres raisons. Ouais. Mais pour des raisons purement géopolitiques, c'est sûr qu'un pays qui n'a pas moyen de faire la guerre, le pacifisme, c'est comme quand vous êtes comme ça, vous n'êtes pas violent, parce que vous n'avez pas le choix. De l'école, ouais, maintenant, on sait très bien qu'il y a quand même deux, trois évidences. C'est quand vous êtes un empire, il y a des choses qui vous dépassent. Donc il y a une première évidence qu'il faut dépasser, c'est la Chine est pacifique. Elle n'est pas, et que la guerre se fait avec des chars et des fusils. Je crois que ça a été le propos d'un livre qui est sorti en 1999 de deux colonels chinois. Souvent, c'est comme souvent, c'est pas caché. Les Chinois ont acté de la supériorité technologique et militaire des États-Unis, et ils se sont dit, est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire la guerre sans la faire? Et je pense qu'aujourd'hui, ok, tout à l'heure j'entendais parler de front et de est-ce qu'il faut aller à l'un à l'autre. Là, je pense que c'est peut-être assez nouveau, parce que vu que la Chine tire un peu tout azimut, mais pas forcément sur un point de vue purement militaire. Mais ils font la guerre comment? Je vous coupe, mais ils font la guerre comment, les Chinois? Ce qu'ils ont appelé la guerre hors limite, c'est-à-dire déjà ne pas déclarer la guerre, faire comme si on était en paix, et avec des moyens de propagande télévisuelle, voire biologique. Non, mais c'est-à-dire que c'est avec, on fait la guerre, mais sans la faire. Après, non, mais après ça c'est différent. On va pouvoir en parler, mais déjà je pense que si, et dans l'esprit des Français et des dirigeants, déjà ne pas voir la Chine comme un pays pacifique, et voir la Chine aussi qui défend ses intérêts. Quand on voit aujourd'hui la présence de la Chine en Afrique, quand on voit qu'aujourd'hui, ils pillent nos forêts, alors une fois de plus, c'est parce qu'on les laisse faire. Quand on voit aujourd'hui le nombre d'instituts, de clubs qui sont là pour essayer comment dirais-je, conforter les élites françaises à la nouvelle doctrine du Parti communiste chinois. Et je dirais juste une chose, il y a 2 millions de Chinois qui sont payés par le gouvernement chinois pour être présents sur les réseaux sociaux et relier le discours. Je pense qu'on en est loin en France. Donc, voilà, la guerre culturelle précède l'affrontement des armes, toujours, c'est pas nouveau. Mais il y a une course aux armements absolument frénétique en Extrême-Orient. Frénétique. La Chine met les bouchées triples pour se faire des... Ils construisent un nombre, vous parliez de marine, peut-être plus ils pour construisent une marine avec un nombre de porte-avions. Voilà. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que depuis les révolutions industrielles du 19e siècle, les expansions économiques s'accompagnent d'une militarisation et elles s'accompagnent de chocs militaires. Pourquoi ? Parce que les expansions économiques, industrielles, etc., nécessitent de sécuriser des approvisionnements en matières premières, donc des voies maritimes
et aériennes aussi, et d'autre part, nécessite aussi souvent de sécuriser des marchés pour les débouchés. La Chine a besoin de sécurité sur des voies d'approvisionnement en matières premières venant de l'Afrique, d'où le fameux collier de perles, qui sont des ports militarisés que la Chine construit tout au long pour la relier à l'Afrique de l'Est. D'autre part, la Chine a besoin également de prendre possession des archipels et des petites îles de la mer de Chine pour mieux contrôler ses abords maritimes et tenir en respect la 7e flotte américaine. Et on a cette logique inexorable qui fait qu'une puissance montante sur le plan industriel et corollairement financier a besoin, à un moment ou à un autre, de se lancer dans une course aux armements pour sécuriser ses voies d'approvisionnement. Et du même coup, elle entre en collision avec ses rivales. Et on a vu ça d'ailleurs avec le Japon et les États-Unis en 1939. Le Japon, avec l'ère Meiji, s'industrialise à toute allure. Et dans les années 30, il y a un affrontement entre ces deux puissances du Pacifique. Aujourd'hui, le Japon est allié des États-Unis, mais le rôle du Japon, aujourd'hui, il est tenu par la Chine. Et la Chine, effectivement, du temps où elle était l'empire du milieu, n'avait pas besoin de sécuriser des routes maritimes ni rien. Au 5e siècle, un empereur chinois renonce à la flotte, alors que des jonques très grandes, de 175 mètres, arrivaient jusqu'en Arabie, etc. Mais la Chine moderne, avec son industrialisation, etc., a besoin de sécuriser ses lignes d'approvisionnement, et donc elle a besoin d'armement. Laurent, merci beaucoup. Avant de céder la parole à François, parce qu'il a été remarquablement sage, hein, moi je vais prendre position. Je vais vous dire, je pense que le premier test que nous allons avoir, c'est Taïwan. Parce qu'on voit que de semaine ou de mois en mois, les incursions aériennes chinoises à Taïwan, que la Chine considère comme étant une province. Hein. Donc, il est normal que quand on a une province qui s'est un petit peu autonomisée, on aille la rappeler à l'ordre. Moi, je pense que le premier test que nous allons tous devoir affronter, c'est l'invasion de Taïwan. Oui. Et c'est dans les 10 ans qui viennent. Taïwan, c'est la Chine, objectivement. Taïwan, c'est la Chine. L'Allemagne de l'Est, c'était l'Allemagne. D'accord. Comme Hong Kong, c'est la Chine à ce moment-là. C'est une position stratégique en plus, etc. Mais néanmoins, il faut voir qu'en plus de ça, l'économie chinoise est un géant au pied d'argile. On a vu déjà qu'un géant de l'immobilier est au bord de la faillite, avec une dette de 23 milliards. Et le gouvernement chinois est obligé de colmater ça, mais avec une hantise, c'est que ce serait toute la bulle immobilière chinoise qui exploserait. D'ailleurs, il y a déjà une deuxième société, un deuxième conglomérat immobilier qui lui aussi est au bord de la faillite. Et c'est déjà des millions de ménages qui sont sur la paille. Absolument, parce qu'ils sont la reprise économique chinoise n'est pas du tout celle que disent les Chinois qui ont toujours bidonné leur comptabilité nationale d'une manière éhontée. Et en réalité, il y a un mécontentement qui s'insinue dans la population chinoise. Or, il y a un pacte entre le dirigeant chinois, les dirigeants chinois successifs et le peuple. Vous ne vous occupez pas de politique, vous le peuple, tant qu'on vous donne de la croissance économique. La croissance économique commence à manquer. Et elle manque beaucoup plus qu'on le dit. Et du coup, Xi Jinping fait de la provocation internationale, exactement comme Erdogan, par exemple, en Méditerranée. Manière de détourner l'attention. Même chose. François Bert. Plusieurs choses. Donc, sur Taïwan, clairement test, mais je pense que contrairement à Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, c'était surtout des pouvoirs qui s'opposaient, mais les populations n'étaient pas forcément hostiles, là où il y a vraiment une hostilité extrêmement forte des deux. Donc avant la fusion, ça va être compliqué. Sur la partie militaire, ce qui est très clair aussi, c'est qu'il y a effectivement une explosion des armes classiques. Et d'ailleurs, vous voyez, toutes les armées européennes se repréparent beaucoup plus qu'avant à la guerre de haute intensité, parce qu'on voit bien que le nucléaire étant inenvisageable, du coup, les règlements passent par du classique haute intensité, dans des configurations différentes. Ça se fait d'autant plus qu'il y a une démultiplication des crises. Je pense qu'il suffit de voir le Covid, de voir comment, à partir du moment où vous avez le Covid, comment tout s'accélère, tout se mélange. Et donc, il y a des crises... je suis assez d'accord sur leurs limites, mais du coup, ça fait des pans de crise différents dans lesquels le militaire a sa place aussi. C'est ça qui est compliqué. Et le militaire a d'autant plus de sa place qu'avec l'accélération des crises et l'accélération des axes, il y a un moment donné
où on revient à du basique en confrontation. La question étant, quelle est la place de la France? Pour moi, voilà, c'est typiquement ces occasions de rebond qu'on loupe quand on a un pouvoir qui communique au lieu de discerner. C'est-à-dire que précisément, la trahison australio-américano-anglaise, même si trahison anglaise, c'est un peu une tautologie, mais cette trahison-là aurait dû être en tout cas l'occasion précisément de se repositionner de manière indépendante, de jouer un rôle différent, notamment effectivement avec la Russie, de continuer à voir avec l'Inde, où la France était traditionnellement assez proche de l'Inde, etc. Ça, c'est en train de se passer. Hein. La position avec l'Inde, il y a des négociations pour fournir des avions, pour fournir des... C'est avec la Russie qu'il faudrait le faire. Mais donc, c'est l'occasion pour moi précisément de la France de le faire. Et après, quand on réfléchit, puisque c'est la question de, effectivement, il faut avoir la politique de ses moyens, mais ce qui est intéressant, hein, France, puissance moyenne à vocation mondiale, c'est qu'on a effectivement espace maritime considérable, espace de rayonnement considérable qu'on sous-emploie. Ça redéfinit pour moi notre position par rapport à l'Europe. C'est-à-dire que là, on voit à quel point l'Union européenne est une ineptie diplomatique. Ne serait-ce que parce qu'une politique est liée à la géographie et que vous n'allez pas pouvoir parler des Russes avec les Polonais de la même façon. Déjà, c'est plié. Et donc, d'où l'importance pour moi de faire de l'Europe une sorte de... Comme on fait en entreprise, une société civile de moyens. D'abord une société de moyens, de facilitation de moyens, mais sûrement pas un organe politique. Et c'est l'occasion, là aussi, pour la France, de se démouler de ce gloubi-boulga diplomatique que représente l'Union européenne quand elle s'exprime collectivement, pour avoir un axe propre. Voilà. Très bien. Écoutez, notre temps est écoulé, mais on a pas mal débordé à chaque fois, mais j'ai trouvé que ça en valait la peine. Un mot de conclusion? Juste très rapide, je trouve, parce qu'on parlait de la crise de Taïwan. Pour la Chine, la crise Covid est quand même très bien tombée. Ok. Oh là là, oh là 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 là. C'est pour le prochain débat. Ah oui, je l'avais gardé. Si vous étiez mauvais sur ce débat, j'avais ça à mettre dans le jeu, mais je vous remercie, je l'avais gardé au dernier, en ultime recours. Allez, merci. Merci beaucoup, Romain. Merci à tous. Et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission. Je pense que ce sera riche aussi d'actualités nouvelles. À très bientôt. Au revoir.